tous, donc je me présente, je suis docteur Marie-Cécilia Lecroux, donc je suis docteur en pharmacie et directrice Afrique dans une agence de représentation pharmaceutique. Alors j'ai créé il y a environ un mois, donc le premier podcast santé d'Afrique francophone dans lequel on va parler santé, bien-être et santé de la peau. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler que de moi, je suis accompagnée donc de trois grands panélistes. Donc, on m'a toujours dit qu'il faut commencer par les femmes. Donc, je vais commencer par Marie-Laure Mokoko. Donc, bonjour Marie-Laure. Bonjour. Donc, Marie-Laure qui est la cofondatrice de la solution Clico Soins, mais également la directrice générale de Clicodoc Afrique et la vice-présidente du Club Santé. C'est bien cela? C'est ça. Alors, donc, à côté de Marie-Laure, on a le docteur Kafana Kone. Donc, docteur Kafana Kone, qui est le directeur de la clinique Konos, donc qui est une clinique qui a la particularité de proposer des soins à domicile. Et à côté de docteur Kafana, on a également donc le troisième panéliste, mais pas des moindres, donc qui est docteur Thibaut Pouot, donc qui est le fondateur de Afialab. Donc Afialab, qui est une solution qui propose de faire des examens depuis chez soi. C'est bien cela. Alors, donc parfait. Donc on va donc commencer le panel, si vous êtes OK. Oui, on peut y aller. Parfait. Donc ma première question, c'est à docteur Kafana Kone. Alors, donc, docteur, vous êtes directeur de la clinique Konos et justement, votre clinique a pour particularité de proposer des soins à domicile, notamment des hospitalisations à domicile. Donc, ma question, c'est de savoir, selon vous, quels sont les avantages que vous avez pu remarquer, tant sur le plan médical que humain, donc que vous avez pu observer pour les patients soignés à domicile. Donc, je pense que l'idéal, ça serait de pouvoir nous donner quelques exemples concrets. D'accord, merci beaucoup. Je remercie tous les participants à ce beau panel. Je pense qu'avant de commencer, il faut forcément donner le facteur déclenchant pour les soins à domicile. C'est-à-dire qu'une fois, on avait décidé d'organiser les soins à domicile, on était en 2007. J'ai envoyé une équipe à domicile pour prodiguer des soins à une patiente. Et on était tellement pressés qu'ils sont partis. On avait un véhicule de liaison, ils sont arrivés sur place. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le matériel. Donc, le patient les regarde, il regarde le patient, il n'y a pas de matériel pour pouvoir prodiguer les soins. C'est en ce moment qu'ils m'ont appelé. Ah, docteur, il y a des soucis, on est venu, on a oublié le sac. Donc, c'est là que commence maintenant la communication avec le patient au téléphone. Donc, je demande de me mettre en contact avec le patient et on va faire décoller l'ambulance. Comme l'ambulance est beaucoup plus rapide pour envoyer le sac pour commencer les soins. Et c'est en ce moment-là que nous, on a commencé à communiquer avec les patients. Et c'est cet instant-là qui a créé le facteur déclenchant pour la téléconsultation chez nous, à la clinique Konos. Donc, quand on a commencé, c'était tellement bien, le patient était tellement à l'aise, on a pu passer 30 minutes de communication avant que l'ambulance n'arrive avec le sac. Et c'était comme si rien ne s'était passé. Et à la fin, le patient était satisfait. Donc, on a pu faire les prélèvements, on a pu après donner les résultats. Donc, on a commencé doucement à faire les soins à domicile. Mais il faut dire que les soins à domicile, il y a plusieurs entités. Il y a les mises en observation à domicile, les prélèvements à domicile, les pansements à domicile et il y a l'hospitalisation à domicile qui est un gros paquet. Parce que pour hospitaliser un patient à domicile, il faut rappeler que l'hospitalisation à domicile, c'est une alternative en réalité pour les soins qu'on fait à l'hôpital. Il ne faut pas changer les choses. C'est les mêmes acteurs, seulement qu'il y a un savoir-faire et un savoir-être qui va accompagner cela. Donc déjà, il faut comprendre que c'est les soins qui vont se passer à domicile, mais c'est le niveau de technicité qui doit être identique comme ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc déjà, on a du personnel qui est qualifié, qui est formé pour pouvoir prodiguer des soins à domicile. Et ensuite, on va pouvoir vous donner les avantages pour ces soins, parce que ces soins sont des soins de qualité, mais qui se font dans un confort de maison. Donc, le patient, il y a un confort psychologique qui est là. Donc, le patient, il se sent à l'aise, il est à domicile chez lui. Donc, il y a une réduction du stress et en plus, le sommeil sera de bonne qualité parce qu'il va dormir sur son lit habituel. Ça, c'est au départ. Au départ, on faisait comme ça, mais maintenant, on a changé. Maintenant, on envoie même le matériel qu'il faut pour faire l'hospitalisation à domicile. C'est-à-dire, on a un lit médicalisé qu'on envoie pour les patients pour pouvoir les hospitaliser à domicile. Et le second
point qui est très important dans les hôpitaux, vous tous vous le savez ici, les maladies nosocomiales. Ça permet de faire la prévention des infections nosocomiales. Ça, c'est le point le plus important. C'est-à-dire que quand les patients, vous avez vu l'avènement de Covid, il y a eu beaucoup de patients qui se sont fait contaminer dans les hôpitaux parce qu'ils étaient obligés d'aller à l'hôpital pour se faire soigner parce que ce n'est pas toutes les pathologies qu'on peut traiter à domicile. Ça aussi, il faut le comprendre. Donc déjà, quand vous vous rendez à l'hôpital, il y a un gros risque de prendre des infections nosocomiales. Et il y a aussi le fait que les soins sont personnalisés. Donc, ça fait partie des avantages parce que les soins sont personnalisés. Et le patient, lui, il participe à ces soins. Le patient, il arrive à nous orienter et il participe. C'est très important, ça aussi. Il y a une réduction de la pauvreté, une réduction des coûts d'hospitalisation parce que quand on est hospitalisé dans un hôpital, il y a forcément un parent qu'on immobilise pour vous surveiller. Et ça a un impact forcément sur la pauvreté. Vous voyez, normalement, les CHU vont se désengorger parce que même rendre les visites aux patients, ça engorge encore, ça engorge les CHU et c'est très difficile pour le personnel de travailler dans ces conditions souvent. Ça va dégager des lits pour des patients qui ont vraiment besoin d'être hospitalisés en urgence ou dans des contextes particuliers. Donc, déjà, avec tout ce qu'on vient de dire, il faut comprendre que les avantages sont énormes. Voilà, c'est énorme, c'est juste une petite partie que je viens de citer. Mais en même temps, quand on parle des avantages, il faut donner les limites. Ce n'est pas toutes les pathologies qu'on peut traiter à domicile. Et comme je l'ai dit, il y a les ressources humaines. Il faut du personnel vraiment qualifié parce qu'on ne peut pas, derrière, s'il n'y a pas un hôpital qui vous soutient, vous ne pouvez pas réaliser les soins à domicile. Parce que dans les soins à domicile, il faut préparer. Si le patient doit retourner à l'hôpital, il faut que vous préparez de la place pour lui. Donc, on ne se lève pas pour faire les soins à domicile qui veut. Il faut une grosse organisation. Nous, chez nous, on a 3 niveaux d'organisation. On a du personnel qui se trouve à l'hôpital, qui est dédié pour les soins à domicile. On a une équipe d'intervention rapide qui est composée d'anesthésistes réanimateurs. Moi-même, je suis réanimateur. Donc, on a cette équipe-là qui va évaluer les besoins du patient à domicile. Parce qu'on ne peut pas hospitaliser un patient chez qui il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de l'eau. C'est très difficile d'hospitaliser un patient chez qui les conditions ne sont pas requises, il n'y a pas de sécurité. Donc, on tient compte de tous ces aspects pour pouvoir faire hospitaliser le patient à domicile. En plus, ce qui est intéressant, c'est l'évaluation même de la pathologie. Parce que si la pathologie n'est pas bien évaluée, on va envoyer un équipement qui n'est pas adapté pour le patient. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut du personnel qui doit avoir un savoir-faire et un savoir-être. Parce que vous partez chez les gens, il faut savoir bien vous comporter. Et on ne va pas chez quelqu'un, on prend la télécommande et puis c'est nous qui dirigeons les canaux, tout et tout. Donc, du jour, ça, et on a déjà vu ça, ce que je dis. Donc, déjà, il faut comprendre qu'il y a un savoir-faire, un savoir-être. C'est vraiment une grosse compétence qu'il faut avoir pour vraiment diriger les soins à domicile. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a tous compris les avantages et je dirais qu'on est beaucoup mieux chez soi et peut-être qu'on guérit beaucoup mieux aussi quand on est bien entouré, quand on a le confort de la maison. Et bien justement, avec, comme vous le faites au niveau de votre clinique, toute la technologie qu'on ramène à la maison. Alors, donc, ma deuxième question, c'est pour Dr Pouot. Donc, Dr Pouot, donc, vous avez la solution Afialab. Donc, la solution Afialab qui propose de faire des diagnostics médicaux directement à partir de chez soi. Donc, aujourd'hui, ma question, c'est de savoir, donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire ce type de diagnostic directement dans ces foyers, dans les différents foyers? Et quel est l'impact que vous avez pu remarquer sur le parcours de soins? Alors, merci. Bonsoir à tous. Comme annoncé, je suis Dr Pouot, cofondateur de Afialab. Afialab qui fait tout ce qui est examen biologique et également les autotests. Alors, l'importance de les faire à la maison. Figurez-vous que pour faire des examens, pour faire ne serait-ce qu'un tout petit examen, vous avez entre 4 et 6 heures. De chez vous au laboratoire, entre 1 heure et 2 heures, selon que c'est très embouteillé ou pas. Une fois au laboratoire, vous allez trouver une longue file d'attente. Vous allez faire la queue. Et après, il vous faut encore 1 heure à 2 heures pour retourner soit chez vous à la maison ou à votre bureau. Et on va vous dire, revenez le soir ou revenez demain pour prendre vos résultats. C'est très chronophage. Et donc, l'un des premiers avantages de faire les examens chez soi, c'est un gain de temps énorme. Il faut préciser qu'on ne les fait pas qu'à la maison. Vous pouvez le faire à votre bureau, vous pouvez le faire dans un restaurant, vous pouvez le faire à votre salle de sport. C'est vraiment à votre convenance. C'est vous qui choisissez le lieu
la date et l'heure qui vous convient et une équipe professionnelle vient à vous. Donc, c'est un gain de temps énorme déjà pour commencer. Secondairement, on ne va pas revenir sur ce que Dr Kafana a dit tout à l'heure, mais le fait de faire les examens chez soi à la maison ou à son bureau ou dans un endroit qui nous est familier, c'est très important. Ça réduit le stress, ça permet une bonne acceptation. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas aller, on va dire, à l'hôpital. Comme on le dit chez nous ici, j'aime pas aller à l'hôpital. Il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Il y a certaines personnes qui, une fois dans un centre de santé ou dans une structure où on voit des personnes défiler en blouse blanche, il y a même des personnes qui paniquent. Donc, le fait de faire ces examens, soit chez nous à la maison, soit à notre bureau ou un endroit qui nous est familier, ça réduit le stress, ça permet une bonne acceptation. Également, le fait de faire ces examens-là chez soi, ça permet aussi d'avoir les résultats rapidement. Parce que le processus que je viens de vous décrire, où je dois partir de chez moi, on prend quelqu'un qui habite Bingerville, quelqu'un qui habite Bassam avec les bouchons, qui doit venir faire ses examens à Makori ou au plateau. Vous voyez que cette personne a fait facilement 1 heure à 2 heures avant d'arriver sur place, fait la file d'attente et puis repartir, revenir chercher ses résultats. Le fait qu'on vienne à vous, avec des spécialistes qui viennent à vous, avec des moyens qui soient vraiment adaptés aux bouchons. Parce que nos spécialistes, nos infirmiers se déplacent à moto pour véritablement faciliter le déplacement. Là où un véhicule va vous mettre 1 heure, 2 heures, la moto vous met facilement 15-20 minutes. Donc, le professionnel est là très rapidement, il vous fait le prélèvement qu'il conduit très rapidement au laboratoire et vous avez vos résultats dans un laps de temps très court, ce qui permet à votre médecin traitant soit d'asseoir un diagnostic, soit de confirmer le diagnostic auquel il pensait, ou soit même d'infirmer ce à quoi il pensait. Mais dans tous les cas, ça permet à votre médecin traitant d'asseoir un diagnostic très tôt, donc d'induire un traitement très tôt et donc d'avoir des résultats très intéressants. Voici en quelques lignes quelques avantages que je pourrais citer. Il y en a vraiment une panoplie, mais pour ne pas monopoliser, on va s'arrêter là. Ça marche. Donc, Là, je peux dire aussi que ça peut permettre une meilleure observance derrière. Parce Exactement. que si on a des résultats et qu'on a une solution facile pour avoir ces diagnostics assez rapidement, c'est sûr que derrière, on va suivre le traitement et on va continuer le parcours de soins. Tout naturellement, tout naturellement. Totalement. Alors, moi, j'ai une question pour Marie-Laure. J'ai commencé par elle, mais du coup, je termine par elle. Alors, donc, Marie-Laure, donc, vous êtes donc la directrice générale de Clico Soins. Je dis bien, donc de Clico Soins, donc qui propose des prises de rendez-vous médicaux en ligne, mais également qui propose de la téléconsultation. Alors, donc moi, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui, selon vous, motive les patients à faire leur consultation médicale directement de chez eux? Et également, quel type de profils sont ceux qui sont les plus demandeurs? Merci. Déjà, je tenais à vous remercier et dire qu'on est vraiment dans l'innovation. Ça bouge parce qu'on vient souvent ici, dans les locaux, et on se dit, on parlera encore de quoi? Mais on parle, à chaque fois, il y a toujours un thème qui fait qu'on nous invite, parce que ça évolue. Je profite pour dire merci à tout le monde, et surtout à mon petit frère qui est là, qui a fait le déplacement apparemment de la Guinée, Muntaga, ne te cache pas, et qui a suivi un peu notre évolution. Donc, vous allez voir que sans transition, on parlera de ce qu'on a fait pour les soins à domicile. Et vous m'avez demandé pourquoi la téléconsultation et à qui c'est destiné. On a tendance à dire c'est pour tout le monde. Je dirais oui et non. Peut-être qu'effectivement, c'est pas notre cœur de métier de faire des soins à domicile, mais en tant que patient et en tant que cofondatrice d'une plateforme, j'apporte un peu la contradiction. Il y a 3 types. Le premier type, c'est celui qui est alité et qui ne peut plus se déplacer, c'est normal. Ça fait partie effectivement de nos parents qui sont couchés et on ne peut plus rien faire. Deuxième, c'est celui qui dit, c'est le confort. Je n'ai pas envie de me déplacer, je peux, mais je n'aime pas les hôpitaux. Oui, pourquoi pas. Troisième, et c'est là où on doit mettre l'accent, c'est la distanciation. On parle beaucoup du désert médical, mais parlons de la distanciation. Moi, ma tante de Yopougon, elle ne peut pas venir à Cocody. Et pourquoi? Parce qu'elle vient pour un palu. Mais le palu, elle a la maison, on lui donne des cachets et elle va mieux. Donc, pour moi, je dirais ces 3 niveaux-là, il faut les observer. Je ne vais pas me mettre à la place des médecins, mais je vais vous donner un peu, éventuellement, quelques petites remarques. Quand on a lancé la téléconsultation, il y avait un frein. Personne ne voulait. Parce qu'il faut toucher,
pour être guéri. Et ça commence par des amis qui ont les moyens. Parce que chez nous, la téléconsultation, c'est une consultation. On va parler du prix après, parce qu'il faut en parler. On ne se déplace pas pour dire les soins à domicile, sauf erreur, les médecins sont là. Même un prélèvement, je ne le fais pas au même prix que je vais quand dans le laboratoire. C'est un coût. Donc, on a commencé avec des gens qui avaient les moyens. Aujourd'hui, c'est une nécessité, mais ce sont les enfants qui payent. Je vois Bola qui est dans le public, elle nous dira, ce sont les parents qui sont en fait couchés chez eux, mais payés par les enfants qui sont solvables. Et ça, il faudrait qu'on en parle. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut avoir un soin à domicile? Non. Pour moi, non. Est-ce que tout le monde peut éventuellement appeler un médecin aujourd'hui? Oui, à condition qu'il soit mon neveu. Et on a constaté. Donc, le soin à domicile, c'est vrai, il y a les avantages, il y a le côté positif, mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse aujourd'hui. Merci. D'accord, merci beaucoup Marie-Laure pour cette clarification. Alors, donc vous l'avez sûrement tous compris, vous avez en face de vous 3 entrepreneurs donc qui proposent des offres de santé à domicile. Donc moi, ma question, c'est quels sont selon vous les outils digitaux qu'il faudrait pour bien structurer justement cette offre? Et là, on est en Côte d'Ivoire, donc dans un contexte ivoirien, qu'est-ce qui manque comme outil? Donc, c'est une question qui est posée à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a, alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas? D'accord. Je dirais qu'il y a tout. Il y a tout. On a des développeurs éventuellement qui vont s'occuper de faire la preuve. Hein. Ils vont s'occuper effectivement de faire la prise de rendez-vous, par exemple. Mais c'est pourquoi? C'est pour désengorger effectivement les salles d'attente. Donc, nous, on ne prétend pas être le médecin, mais on fluidifie éventuellement la salle d'attente, donc ce qui donne de la productivité au médecin. Donc, le médecin gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir un médecin qui vous rendez-vous à 16 h et qui vous prend à 17 h, vous ne revenez plus. On a juste ce problème-là parce qu'on n'a pas de médecin de famille. Pratiquement pas en Afrique. De moins en moins. Donc, on va chez lui qui nous reçoit vite. Et nous, on dit, avec la solution qu'on donne, on va essayer effectivement de réguler les temps d'attente. Ça va prendre, c'est long, c'est pas dans nos habitudes, mais ça prend forme. On y arrive. Je citerai pas le nom des cliniques, mais aujourd'hui, on y arrive. Et après, on a ce qu'on appelle, nous, on a dit la téléconsultation. Mais la téléconsultation, tout le monde nous dit non, non, non. Ben, non, ça existe, il y a des produits qui existent parce que, imaginez, c'était sur WhatsApp. On appelle, je dis toujours, hein, le cousin, le neveu, le fils, et il fait par WhatsApp. C'est pas sécurisé. Donc, beaucoup ont créé une solution sécurisée pour pouvoir faire de la téléconsultation. C'est régulé et c'est vérifié avec des données sécurisées. On a pensé aussi à quelque chose en disant, qu'est-ce qui n'existe pas? Bon, je vais vous dire, il y a quelque chose sur lequel on doit aussi se pencher, c'est que ce sont les infirmiers et les sages-femmes qui font office de médecin dans la sous-région. Quand vous allez dans un hôpital, dans mon village là-bas, vers Bongouanou, là-bas, ou je ne sais pas où, n'oubliez pas que c'est l'infirmier qui est le médecin. Donc, on dit, pourquoi ne pas faire une appli pour communiquer entre professionnels de santé et pouvoir prodiguer les meilleurs soins? Il y en a tellement qu'on ne sait plus à quoi se fier. Donc, il faut des règles. Ces règles-là, peut-être, nous seront imposées par la RTCI ou le ministère de la Santé. Ou la IRP. Ou la IRP, effectivement. Et donc, en fait, quand vous avez posé la question pour dire qu'est-ce qui manque, pour moi, il ne manque pas grand-chose. Il manque juste des règles, il manque juste un comportement et il manque juste peut-être éventuellement une fiabilité dans les solutions. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc pour résumer ce que vous avez dit, Marie-Laure, donc pour vous, pour structurer, il faut déjà une plateforme viable. Oui, et une plateforme rigoureuse, si je peux. Parce qui respecte on ne remplace pas l'homme. C'est ça. Mais la plateforme aide et accompagne les médecins. S'il n'y a pas de rigueur au niveau de la plateforme, je ne vois pas l'intérêt d'avoir éventuellement une plateforme médicale. Totalement. Alors, je ne sais pas si... oui. Si, moi, je voulais rebondir un peu aussi ce que Marie-Laure vient de dire.
En fait, pour les soins à domicile, c'est surtout l'hospitalisation à domicile. Franchement, on est beaucoup avancé. On est beaucoup avancé. C'est la plateforme qui manquait. Aujourd'hui, on arrive à avoir, on a plusieurs plateformes qu'on utilise déjà pour faire la télémédecine assistée, parce qu'il faut un agent de santé à domicile du patient qui peut nous donner directement les données, comme on peut avoir les dispositifs connectés directement sur le patient pour avoir les données depuis le médecin coordinateur des soins. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, je pense que si on a pu stabiliser les plateformes qu'on utilise, je pense qu'on peut donner de très bons résultats avec l'hospitalisation et les soins à domicile. Parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire en Afrique, parce que de l'autre côté, quand on regarde, on fait les dialyses à domicile, on fait aussi la petite chirurgie à domicile, parce qu'il y a une très grosse organisation derrière. Nous, on n'est pas encore à ce stade, mais je pense qu'on va y arriver, parce que de plus en plus, les appareils connectés sont en train d'être mis sur le marché. Donc, on va y arriver. D'accord, docteur. Alors, déjà, je partage entièrement ce qu'a dit les copanélistes. Mais je vais dire, qu'est-ce qu'il manque? Je vous dirais, j'irai dans le même sens que Marie-Laure, il y a tout ce qu'il faut. Normalement, pour faire du digital, il faut quoi? Il faut des appareils connectés. Aujourd'hui, il y en a à foison. On a la connexion un peu partout. Il faut des professionnels de santé qualifiés. Il y en a, on en a. Je pense qu'il y en a suffisamment. Il faut du matériel. Le matériel, on en a également. Alors, ce qui manque, moi, je dirais, c'est déjà un accompagnement. Un accompagnement déjà au niveau de l'État. Il faut que, au niveau du ministère de la Santé, il faut qu'au niveau de la communication, l'ATC, comme elle a dit tout à l'heure, il faut un accompagnement, il faut faciliter les choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut vraiment fluidifier les choses, il faut faciliter les choses. Ça permettrait d'avancer quand même de façon assez notable. Deuxièmement, il faut un accompagnement financier parce qu'il ne faut pas se le cacher. Ça demande beaucoup d'argent. Dr Koné vous a dit tout à l'heure, il mobilise des anesthésistes. Il faut une ambulance. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut des accompagnements. Au jour d'aujourd'hui, fort est de constater que les accompagnements sont beaucoup plus extérieurs. Il faut se le dire ouvertement. Les accompagnements sont beaucoup plus extérieurs. Au niveau en interne, les accompagnements, c'est pas encore vraiment ça. On espère que les choses vont bouger et les choses bougent. Les choses bougent d'autant plus que désormais, au niveau du ministère de la Santé, il y a une branche digitale qui est née. Ça sous-entend que notre ministère de tutelle ou même l'État a pris le pouls. C'est que c'est quelque chose d'important et donc on espère qu'il y aura un accompagnement efficient. Qu'est-ce qu'il manque encore? C'est aussi l'adhésion de la population. Malheureusement, nos populations sont encore braquées, nos populations sont encore dans ce qui se faisait avant. Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, tant qu'on ne m'a pas touché, on ne m'a pas soigné. Et moi, mon propre père me l'a dit. Tu peux pas me parler à travers un écran et dire que tu m'as soigné. Il faut vraiment que les choses bougent à ce niveau-là aussi. Il faut beaucoup de sensibilisation, il faut des initiatives comme celles qu'on a aujourd'hui là pour pouvoir apporter la bonne information à la population. Il faut que les gens bougent, il faut que les gens acceptent que désormais, de même que de chez moi, je peux commander à manger, de chez moi, je peux commander un téléphone, de chez moi, je peux parler avec un professionnel de santé qui saura prendre soin de moi. C'est important. Et s'il le faut, il va se déplacer pour venir vers moi. Donc, ce qui manque aujourd'hui, je pense que ce sont ces différents aspects-là. Il faut un accompagnement étatique, il faut un accompagnement financier, donc les banques, les institutions financières, il faut un accompagnement, il faut aussi il faut une bonne sensibilisation, donc ce genre d'initiatives-là qui sont allouées et il faut également que la population accepte d'avancer, d'évoluer avec l'ère dans lequel nous sommes, qui est le digital. D'accord. Alors, je note beaucoup de sensibilisation et je tenais en même temps à remercier donc, les Abidjanaises InTech donc, qui sont à l'initiative de ces différents talks. Alors, donc, j'ai une autre question pour toi, Marie-Laure. Donc, Marie-Laure, aujourd'hui, on sait qu'on tend beaucoup à la digitalisation. Donc, comme il a dit Dr Pouot, tout le monde a aujourd'hui un téléphone et les établissements de santé en prennent conscience. Donc, ils sont pour la majorité en transition vers cette digitalisation-là, surtout pour tout ce qui concerne les prises de rendez-vous, mais également la coordination des soins à distance. Toi, avec justement tes différentes solutions, comment est-ce que tu arrives à accompagner ces établissements de santé? Je parlerai sous l'égide quand même d'une personne qui a une clinique. On en parlait tout à l'heure, un peu en aparté. On n'arrive pas avec une solution en disant on va révolutionner le monde. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est clair. On arrive en disant on a fait une solution qui est susceptible de vous accompagner. Et après, la deuxième étape, il a dit, qui est susceptible aussi de vous faire
gagner encore des patients. Et qui dit gagner des patients, c'est avoir des... Donc, quand on arrive, on ne vient pas imposer. N'oubliez pas qu'on a aussi nos réalités. Je vous donne juste un truc parce qu'il faut détendre un peu quand même. Quand on arrive, on fait la formation. Et de par même un peu aussi mon histoire, je faisais beaucoup de formations. Il y a la pédagogie qui joue. On en parlait avec Dr Kafana pour dire il y a le relationnel. Quand vous arrivez que l'assistante, parce que n'oubliez pas que nos solutions, et je parle un peu presque pour tout le monde, ce ne sont pas les médecins qui l'utilisent en fait. C'est souvent les secrétaires, les assistantes, et même voire les aides-soignantes qui l'utilisent. Donc quand vous venez, elle vient encore nous fatiguer avec les histoires. Et ça, c'est le premier truc. Elle pose ça là et elle dit. Et moi, bon, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Allez les former, elles vont dire, on retourne encore à l'école. Donc, j'ai mis un peu quelque chose qui va faire un peu sourire. J'ai fait, en fait, avec le déguet, les beignets. J'ai dit, on va se mettre dans la salle. Elles sont parties dire à leurs copines, allez-y, c'est trop chic. Et regardez un peu ce qu'on a joué. J'ai joué là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, elles ont le beau flotto là. Mais elles vous posent des questions, elles disent, ça c'est quoi? Elles trouvent même des trucs que vous n'avez pas trouvé. Donc c'est pour vous dire que c'est ça qui marche. On ne vient pas pour dire, aujourd'hui c'est ça. Parce que vous venez prendre quelque part leur travail, mais vous leur donnez encore du travail. Puisqu'elles ont... Devant, là, il y a une dame qui est là qui dit, j'avais rendez-vous à 7 heures. Elle dit, attends, j'ai regardé sur la machine. La dame dit, elle tape sur le truc, elle dit, tu vas me donner mon rendez-vous. Donc, tout ça, il faut tenir compte. Donc, on les accompagne en faisant la conduite du changement, très important. Montrer que notre solution est fiable et que la solution fait gagner de l'argent. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Et surtout formation aussi, parce qu'il faut pouvoir mais c'est ça la conduite du changement. Exactement. On transfère des compétences. Et même les médecins, hein, ils sont là à côté de moi. Les médecins ne sont pas des techniciens. Hein. Donc même les médecins avec un bac plus 10, il y en a qui disent, je ne sais pas faire ton affaire. Donc on les accompagne. C'est ça. Et il faut le faire. C'est très, très important. Totalement. Alors, donc, docteur Pouot, Oui. Aujourd'hui, effectivement, via votre solution Afialab, donc, on va dire que vous êtes dans l'innovation, en tout cas en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui proposent donc cette solution. Justement, dans cette continuité d'innovation, quelles sont celles que vous aimeriez mettre en place pour renforcer la qualité donc, du diagnostic à domicile? Oula, je vais trahir quelques secrets, mais bon, on va se prêter à la question. Déjà, ce qu'on fait, on a déjà des résultats très intéressants, mais on compte bien entendu aller plus loin. On ne va pas s'arrêter là où on est, on ne va pas dormir sur nos lauriers, on compte aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on est sur deux leviers. On a les autotests et on a les prélèvements à domicile. Donc, les autotests, pour tout ce qui est maladie qui fait honte, pour parler comme on parle terre à terre, pour tout ce qui est maladie qui fait honte, donc tout ce qui est MST, donc VIH, cystite, chlamydie, tout ça, on est en autotest. Donc, la personne peut commander son autotest. Déjà, il y a une notice qui accompagne pour montrer comment faire. Mais en plus de ça, on a des vidéos explicatives. On a fait des capsules vidéo explicatives qu'on envoie à la personne pour que la personne puisse bien faire le test et ne pas se tromper et avoir un résultat assez fiable. Sur les prélèvements, comme je l'ai dit tantôt, l'infirmier vient à vous, il fait le prélèvement qu'il ramène au laboratoire. Ça marche déjà très bien, mais on veut aller encore beaucoup plus loin parce que les 3 piliers sur lesquels on joue, c'est le gain de temps. C'est le fait que la personne le fasse dans un milieu assez convivial, qu'il y ait moins de stress, qu'il y ait une meilleure accessibilité et aussi jouer sur d'autres paramètres. Donc, pour jouer sur le gain de temps, là, comme je le disais tout à l'heure, je vais trahir un petit secret. Mais là, on part sur des machines. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut des financements parce que ça demande beaucoup de moyens. Mais là, on part sur des machines qui seront à même de vous livrer vos résultats de façon instantanée avec une sensibilité et une spécificité de 99%. Donc, ce sont des résultats qui sont pareils que les résultats du laboratoire. Et il y a des machines qui existent pour ça. Ça existe déjà sous d'autres cieux. Ça existe. On est sur le coup. Pour ne pas dire que c'est déjà fait. D'autres voix plus autorisées pourront en parler. Mais pour aller pour répondre à votre question, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place pour aller encore plus loin dans l'innovation, pour aller encore plus loin dans la prise en charge du patient. Parce que même notre méthode qui marche déjà très bien va nous prendre 1 à 2 heures, ce qui est déjà pas mal, puisque tout à l'heure on était entre 4 et 6 heures, voire même plus.
Là, on est en 1 à 2 heures. On cherche encore des solutions pour réduire le temps. Parce qu'on part du principe que un bon diagnostic posé rapidement permet d'induire un traitement efficace rapidement. Et donc, on a une personne en bonne santé assez rapidement. On a une personne qui peut conserver sa santé. Avec les autotests, c'est la prévention. C'est pour vraiment prévenir. Donc, on est en train de réfléchir. Il y a des solutions qui existent pour qu'on puisse aller encore beaucoup plus loin pour avoir des résultats instantanés, de sorte à ce que le patient soit pris en charge beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est génial. On a hâte que ces nouvelles innovations puissent être mises en place. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dès que c'est fait. Comme ça, on pourra le partager à tout le monde. Ben, pas de problème. Ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on viendra pour présenter. Ça marche. Alors, donc, j'ai une question donc, pour Dr Kafana. Donc, on a bien compris que autour de la clinique Konos et de la solution de soins à domicile, il y a toute une organisation humaine. On a compris également qu'il y a eu entre-temps une digitalisation. Donc, moi, ma question, c'est si, en plus de tout cela, vous pouviez intégrer une solution digitale dans votre modèle, donc laquelle est-ce que ça serait? Mais surtout, on en parlait avant le talk, on sait qu'on a très souvent peur du fait de tout digitaliser. Donc surtout quand on parle de médecine et on est sur des données à caractère personnel. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous craignez et si oui, pourquoi? Bien sûr, merci beaucoup pour cette question parce que de plus en plus, ce qu'on constate, c'est la cybersécurité. Je pense que ça, c'est un véritable problème pour nous les médecins. La confidentialité, c'est ce qu'on travaille avec en médecine. Un bon médecin, c'est celui qui sait se taire. Donc je pense que déjà, pour la digitalisation, l'inquiétude, c'est surtout les développeurs qu'on regarde. On discute beaucoup avec les développeurs pour l'hébergement de nos données. Très souvent, on arrive à le faire localement. Bon, ils nous rassurent aussi sur les sites sur lesquels ils hébergent les données pour des patients qui sont hospitalisés à domicile. Et la difficulté de tout ça, c'est à plusieurs niveaux. Honnêtement, c'est à plusieurs niveaux. Pour un patient qui est dans un domicile où il y a des problèmes d'électricité, par exemple, on ne peut pas digitaliser, on ne peut pas travailler au fait, avec les appareils connectés. On est en train de réfléchir à des solutions pour des appareils qui ont des batteries de longue durée où on peut nous-mêmes faire des recharges pour envoyer à domicile de ces patients-là. C'est dit que pour un problème posé, on réfléchit sur les solutions qu'on doit apporter. Donc, tout digitaliser, ce n'est pas tout à fait intéressant. Il faut avoir les deux. Ça veut dire de temps en temps, il faut avoir les deux méthodes de travail. Parce que si tu restes dans tout digitaliser, le jour où il y a un problème, soit de réseau, Internet, on ne pourra pas travailler. Le jour où on a des problèmes d'électricité, on ne pourra pas travailler. Faire de telle sorte qu'on puisse avoir les deux méthodes de travail, travailler manuellement et puis digitaliser aussi. Mais tout digitaliser a des gros risques aussi. Ça, il faut le dire. Ouais. Si on peut ajouter un additif. Oui, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la prise de rendez-vous en ligne. Vous savez qu'en général, ceux qui ont fait l'Europe, ils vont sur leur smartphone ou leur tablette. Mais ici, c'est pour ça que je parle de la réalité. On digitalise à petite dose. Et on a créé un centre d'appel. Et à partir de ce centre d'appel, on prend les rendez-vous pour les patients. Parce que tous les patients, nous, on a un centre d'appel. Tous les patients ne peuvent pas prendre de rendez-vous. Vous voyez qu'on se colle un peu à la réalité, à tout ce qui se passe ici. Donc aujourd'hui, les gens appellent, ils tombent sur une personne de notre équipe qui elle-même ouvre et dit, vous voulez à quelle clinique, en fonction, et on leur donne leurs résultats. Et on dit, voilà, vous avez ça. Ensuite, moi, je parlais en disant, mais on parle des soins à domicile. Il y a le créneau, c'est vrai. Mais pourquoi nous, on s'est mis sur les caravanes pour aller un peu vers les gens? Mais tout le monde, je l'ai dit à docteur, tout le monde ne peut pas avoir les soins à domicile. Donc, on s'est dit, leur domicile, c'est la caravane qu'on a. Ils rentrent et puis on leur fait des analyses. Ils rentrent, on leur fait des tests. Ils rentrent et on leur dit, est-ce que ça vaut la peine d'être hospitalisé ou pas? Donc, c'est tout un ensemble de compétences qu'on additionne et on ne digitalise pas tout. Parce que je le dis sincèrement, la digitalisation fait peur. Voilà. Pour apporter un additif à ce qu'ils ont dit, que je partage entièrement, c'est qu'on ne peut pas tout digitaliser parce que n'oublions pas qu'on travaille sur l'être humain.
avant tout, c'est sur l'être humain qu'on travaille. Donc, le relationnel est important. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait ce petit truc-là. Nous sommes en Afrique. Et le relationnel est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, mon propre père qui m'a dit, tu peux pas me parler au travers d'un écran et dire que tu m'as soigné. Moi, son propre fils. C'est-à-dire que c'est pas avec quelqu'un qu'il ne connaît pas que ça passerait. Donc, il faut quand même qu'il y ait le toucher, il faut qu'il y ait le contact, il faut qu'il y ait le relationnel. Et puis, si on digitalise tout, il y a beaucoup qui vont perdre leur boulot aussi. Il faut voir tout ça. Et donc, c'est important qu'il y ait quand même la touche humaine. C'est important qu'il y ait une petite part qui soit gérée par l'humain. Pour moi, on y attache quand même une importance assez importante parce que c'est important que les personnes voient un visage, c'est important que les personnes aient quelqu'un avec qui parler, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui touche malgré toute la technologie qu'on met en place, c'est important qu'il y ait cet aspect humain-là. D'accord, bon, en tout cas, c'est très clair. Donc, je comprends que la digitalisation fait peur. On peut digitaliser, mais vraiment avec des pincettes et pas tout digitaliser. Donc, j'ai une dernière question. Alors, donc, on va imaginer que vous avez une petite baguette magique et donc, si vous aviez un levier à activer pour accélérer l'adoption de la santé à domicile en Côte d'Ivoire, donc lequel est-ce que ça serait? Donc, est-ce que ça serait un outil? On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que ça serait une réforme ou plutôt un partenariat? Honneur aux dames. C'est vrai qu'on ne peut pas tout énumérer aujourd'hui. Il a parlé tout à l'heure de dire qu'on doit se faire accompagner. Mais on n'a pas parlé des freins. Il y a énormément de freins. Quand nous, on est arrivé avec la prise de rendez-vous en ligne, oh, il faut faire attention, il y a des données sensibles. Ah bon? Pour la prise de rendez-vous, OK. Pourquoi pas? On suit les règles. On dit effectivement, on donne le nom, le prénom, l'âge, le sexe. Ce sont des données sensibles, effectivement. Et donc, quand on n'est pas accompagné, il faut d'abord, comme il a dit, sensibiliser pour dire, ben, quel est le levier? Le levier, c'est de dire, faites-nous confiance, on ne fait que ce que vous demandez. Et ce sont d'abord les médecins. Il faut d'abord que les médecins nous accompagnent dans ce qu'ils veulent et ce qu'ils réclament, puisque c'est bien, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure, docteur Anigra, de dire qu'effectivement c'est bien parce que les médecins nous disent on veut ça, mais au moment où on vient leur donner, ça ne marche pas. L'État doit nous accompagner. C'est très important, ça fait partie des leviers. L'État nous fait confiance, on développe normalement. Et quand on développe, c'est pas pour nous, c'est pour aussi le bien-être de la population. Et donc, pour moi, le levier, c'est quoi? C'est de dire, ben, on encourage, on va vers ceux qui ont pensé, parce que tout le monde ne pense pas à la même chose, et additionner les compétences de part et d'autre, ça sera un levier énorme, et ne pas trop se fier à la concurrence, mais de dire, qu'est-ce qu'on veut? Ben, l'accès à la santé pour tous, l'accès à la santé pour des personnes qui sont nos parents, nos amis, nos frères, et je crois que si on fait ça, on gagnera beaucoup à développer encore mieux. Totalement. Alors, docteur Thibault, je vais vous poser la même question, mais justement avant, donc Marie-Laure l'a bien signifié, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les freins que vous avez remarqués dans votre activité? Je pense que vous en avez un peu parlé tout au long de l'épisode. Alors, déjà, les différents freins en ce qui concerne, tout ce qui concerne les examens de laboratoire. Déjà, les gens, c'est la première question qu'on se pose, hein. Est-ce que ça sera bien fait? Est-ce que ça sera bien fait? Et là, on rassure tout de suite les gens. On se dit, mais c'est le même professionnel de santé que tu vas trouver dans ton laboratoire, mais qui vient à toi. Et donc, il ne paie pas ses compétences en venant chez toi. Il ne paie pas ses compétences en chemin. Donc, c'est le même que tu vas trouver au laboratoire qui vient à toi. Sur les autotests, par contre, il y a beaucoup de peur parce que les gens ont peur de mal faire. Les gens ont peur de mal faire. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais, ce qu'on a mis en place pour contourner cela, c'est déjà, il y a la notice qui accompagne, la notice qui est très explicative. Mais en plus de cela, nous-mêmes, nous avons fait des capsules où on montre aux gens comment utiliser de façon efficiente, de sorte à avoir des résultats qui soient assez intéressants. Donc, il y a la peur de mal faire pour ce qui concerne les autotests. En ce qui concerne les prélèvements, les gens ont peur. Est-ce que ça sera bien fait? Est-ce que le transport de chez moi au laboratoire
ça va pas se dégrader et tout ça, ben, on rassure les gens tout de suite. Ce sont des professionnels de santé qui viennent à vous. Il y a des sacs isothermiques qu'ils ont pour conserver les tubes à la température idéale pour que lorsque on arrive au laboratoire, il n'y ait pas de grumeaux. Tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de véritable problème. Et on travaille avec les meilleurs laboratoires qui soient, qui font beaucoup de contre-expertise, qui, lorsqu'on envoie nos échantillons, vont d'abord passer au peigne fin pour s'assurer que le prélèvement a été bien fait, le transport a été bien fait avant de commencer à analyser l'examen. Donc, les résultats que nous donnons sont 100% fiables. On rassure tout le monde. Pour répondre à votre question, la véritable peur, c'est en ce qui concerne les autotests, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Et en ce qui concerne les examens, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que le prélèvement est bien fait? Est-ce que le transport est bien fait? On rassure déjà tout le monde pour dire il n'y a aucun souci à ce niveau. Et avec la sensibilisation et aussi avec le bouche à oreille, bon, les choses commencent à avancer, les choses commencent à bouger. D'accord. Ok. Docteur Koné, merci. On va terminer par vous. Effectivement, chez nous, les freins, c'est comme les soins à domicile. Il faut une évaluation initiale des besoins, surtout en termes du domicile du patient. Il faut se rassurer que le domicile est accessible. Donc, l'ambulance qui transporte le patient pour l'amener à son domicile, c'est cette même ambulance qui va le transporter en cas d'urgence pour le ramener à l'hôpital. Donc, l'accessibilité est très importante. Comme Anne-Marie vient de le dire, ça veut dire que ce n'est pas tous les patients qui peuvent bénéficier. Il m'a rebaptisé, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas tous les patients qui peuvent bénéficier d'une hospitalisation à domicile. Parce que là, il y a beaucoup d'évaluations à faire. S'il n'y a pas de courant, on ne peut pas vous hospitaliser à domicile. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas d'espace, parce que c'est un équipement qu'on envoie, on a beaucoup d'équipements qu'on envoie à domicile et c'est très contraignant. D'abord, j'ai situé mon problème à plusieurs niveaux. Ça veut dire déjà, il y a une évaluation qui se fait à l'hôpital. Si l'évaluation n'est pas faite correctement, les équipements ne seront pas adaptés aux patients. Ensuite, il y a l'équipe d'intervention rapide qui transporte le patient qui doit faire aussi son évaluation. Parce qu'il y a des patients qui ont des mobilités réduites, qui ne peuvent pas s'alimenter, il y a des problèmes d'hygiène, tout ça. On tient compte de tous ces aspects, donc on a beaucoup de limites pour les soins à domicile. Il y a vraiment beaucoup de limites, mais on fait avec, parce qu'on est en Afrique, on a un contexte qui est un peu particulier, on essaie d'ajuster les choses. Quand c'est vraiment, vraiment nécessaire, on fait avec. On n'a pas le choix, parce que souvent, il y a des familles où il y a beaucoup de personnes dans la maison, il y a des appareils qui sont branchés un peu partout, c'est difficile. Il n'y a pas assez d'espace. Mais c'est vraiment nécessaire parce que le patient, il est éligible pour bénéficier des soins à domicile. Donc, on essaie de créer nous-mêmes les conditions pour pouvoir prendre en charge ce type de patients. Honnêtement, on a beaucoup de limites, franchement. Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais à vous remercier tous les trois pour la qualité des échanges. Donc, on retient effectivement que par rapport à la santé à domicile, donc on est vraiment sur une innovation dans le domaine de la santé. Par contre, au niveau, donc le digital joue un rôle important, mais peut avoir des freins parce qu'effectivement, on digitalise, mais on ne peut pas tout digitaliser. Et il y a toute une importance de sensibilisation. On a bien entendu le cri de cœur de Dr Thibault, donc qui nous disait il faut également des investissements, des accompagnements de nos différentes institutions et surtout, il faut former. Il faut former pour l'utilisation des différentes solutions et pourquoi pas même aller, donc comme Marie-Laure le disait, vers le client, parce qu'on dit soins à domicile, mais on peut aller via des sensibilisations vers le client avec des caravanes, par exemple, comme vous en parlez. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir modéré ce panel aujourd'hui. Je tenais à vous remercier. Merci également à notre public que j'ai senti très attentif, ce qui montre également de tout l'intérêt par rapport à ce sujet. Donc voilà, merci également aux Abidjanaises InTech donc, qui ont initié ce talk. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt et on espère qu'on pourra revenir vous voir bientôt dans vos différentes structures. Merci. Merci bien à vous. Alors, donc on va terminer par les questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Oula. Alors, donc on va commencer par la femme d'abord. Voilà. Honneur aux dames. Je ne sais pas si on m'entend bien. Et on vous entend. Je me présente, je suis docteur Debout, je suis donc docteur en recherche clinique santé innovation et donc directrice en fait d'une organisation de recherche clinique privée. Et donc en fait j'étais vraiment très intéressée par ce panel et donc j'avais
2-3 questions, si ça vous va. D'abord, en fait, c'est par rapport à l'hospitalisation à domicile. Donc, je trouve ça super intéressant, mais du coup, moi, je me posais la question autour de la sensibilisation aussi des familles. Vous avez parlé de la problématique autour des soins au niveau de l'hôpital où on peut avoir les maladies nosocomiales, etc. Mais du coup, c'est de la même façon au niveau de la maison. Il peut avoir aussi quelques risques, surtout par rapport à la famille, voilà, aux proches. Donc, est-ce que derrière tout ça, vous faites aussi de la sensibilisation pour les familles, pour qu'ils respectent en fait finalement certaines choses pour éviter d'autres problématiques? Donc, je ne sais pas si je pose toutes mes questions en même temps ou voilà. Ok. Donc ça c'était pour les soins à domicile. J'avais une autre question. Donc ça concernait Docteur Moukoko a déjà, je pense. Critiquer les médecins. Justement, j'avais une question. Je crois que vous avez répondu quand même à pas mal de choses, mais au-delà du défi autour justement des lois par rapport à la RTCI, parce qu'on a vraiment un flou par rapport à ça, et donc du coup, des fois, ils nous demandent même de faire du téléconseil plutôt que de la téléconsultation. Donc du coup, c'est très problématique. Mais au-delà de ça, en fait, je me demandais comment relever le défi des zones justement reculées. Parce que c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup justement aux patients qui n'ont pas la possibilité d'utiliser les réseaux, d'utiliser Internet. Et j'ai entendu un peu, docteur, parler un peu de ce qui pourrait se faire avec les batteries et tout. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Et puis, vous terminez par rapport à cette autre initiative qui est très intéressante aussi. Je me demandais quelle était la gestion des risques autour de la problématique. Par exemple, imaginons, il y a un problème avec le camion qui centralise les échantillons. Qu'est-ce qu'on met en place du coup? Est-ce que, voilà, au plan éthique, on ne va pas revenir piquer le patient? Donc, qu'est-ce qui est mis en place par rapport à tout ça? Et puis, est-ce que vous avez d'autres problématiques autour même de la conservation des échantillons, la carboglace, des choses comme ça? Voilà, donc je voulais me renseigner là-dessus. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. D'accord, donc Oui, alors donc on va commencer par Dr. Première Koné, question. oui. D'accord, merci docteur pour ces questions. Donc, en fait, normalement, à domicile, on a beaucoup de difficultés. Mais les équipes qui vont à domicile, c'est les équipes qui ont un savoir-faire et un savoir-être. Et déjà, nous, à notre niveau, on a une salle de formation. On a des mannequins, on fait la simulation, tout et tout. Et on fait la formation surtout pour les aidants familiaux. Parce qu'il y a toujours à la maison des gens qui aident ceux qui sont malades. Et ces aidants familiaux-là, on les forme surtout pour des pathologies chroniques comme le diabète où le patient doit injecter l'insuline. Donc, après, nous, on doit partir pour que les parents prennent le relais. Donc, cette équipe-là, elle est totalement formée pour prendre en charge les aidants familiaux. Donc, ils participent plutôt aux soins, mais ils ne dérangent pas les soins. Voilà, c'est ce qu'on a constaté. Ils sont toujours contents de nous voir. Ils participent aux soins. Bon, ils ne dérangent pas les soins. On n'a jamais eu de difficultés avec les aidants familiaux. On les forme parce qu'après, il faut qu'ils prennent la relève. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Je vais répondre quand vous parlez de la RTCI. En fait, on a des contacts avec eux. Ils regardent un peu l'appli. Ils nous disent effectivement c'est conforme. On nous demande un peu où sont hébergées les données et tout ça. Mais il y a une urgence, c'est que si la RTCI peut-être met 6 mois à nous répondre, pendant ce temps, nos parents, ils sont en attente. Alors, ce que nous, on a fait, on va plus simple. Comme je dis, on ne va pas se substituer aux médecins. Nous, on donne des solutions. Et je vous donne juste un exemple de ce qui se passe en ce moment avec notre solution en province. C'est que, et je l'ai parlé, j'ai dit tout à l'heure que c'était les infirmiers qui faisaient office de médecin. Donc, on a fait un planning avec les médecins des hôpitaux de province, de sous-région. Et eux, ils se connectent. Vous savez, maintenant, tout le monde a une connexion, que ce soit, je ne vais pas citer les opérateurs, mais ils ont bien développé ça. Donc, les zones blanches, là, on peut éventuellement y remédier. Et donc, ils se connectent avec un planning bien précis et ils présentent un peu la pathologie de tous les malades qu'on évacuait sans cesse, point oui ou point non. Donc, maintenant, on a ce problème de distanciation. Donc, avec la solution de téléexpertise qu'on propose, les médecins qui soient à Abidjan, à Tchékoubé, partout, ou à Bondoukou, à Tengrela, à Bondiali, ils se connectent
avec, bien sûr, comme je le dis, les infirmiers ou les sages-femmes, et étudient le diagnostic et ils voient si c'est nécessaire. Donc, rien que ça, on n'a rien, en fait, de données particulières que de mettre en présence une tablette, un ordinateur et de conserver effectivement les dires. Et une fois qu'ils ont pris, ben, ça disparaît automatiquement. Voilà. Voilà ce que je peux éventuellement apporter. Merci beaucoup, Marie-Laure. D'accord. Alors, pour répondre à ces questions, il faut dire que dans toute œuvre humaine, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des ratés, c'est possible. Mais au niveau de Afialab, nous choisissons vraiment sur le volet, nous choisissons vraiment la crème de la crème. Donc, nous travaillons avec des infirmiers qui sont tous urgentistes. Donc, ce sont des infirmiers qui ont une très bonne formation, qui ont de longues années d'expérience. Et donc, ça réduit considérablement le risque. Secondairement, on ne s'arrête pas là. On leur paye des formations continues. Et ils font ces formations-là dans les structures, on ne va pas citer les structures pour ne pas faire de publicité, mais ils font ces formations-là dans de très bonnes structures. Au sortir de ces formations-là, ils ont des diplômes qui attestent qu'ils ont fait ces formations-là. Donc, ce sont des personnes assez sérieuses, ce sont des personnes qui ont de bonnes années d'expérience et ce sont surtout des urgentistes avec lesquels on travaille. Ça réduit vraiment le risque qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des erreurs. Et pour ce qui est de la conservation et tout ça, j'en ai parlé tout à l'heure. La formation fait partie de tout ça. Une chose est d'aller prélever quelqu'un, une chose est de conserver l'échantillon, de transporter jusqu'au laboratoire. Et donc, tous ces aspects-là rentrent dans la formation. Il y a une méthodologie bien huilée qui a été mise en place par le laboratoire. Et comme je l'ai dit tantôt, même quand tout ça est respecté, une fois arrivé au laboratoire, il y a un processus par lequel l'échantillon passe pour s'assurer que l'échantillon est de très bonne qualité avant de commencer à faire les analyses. Et au sorti de là, on a des résultats qui sont vraiment, comme on le dit, le risque zéro n'existe pas, mais on a des résultats à 99,99% sûrs. Et donc, tous ces processus sont mis en place pour que le patient qui sollicite Afialab ait un résultat qui soit fiable, qui puisse être pris en charge chez lui à la maison dans son confort et qu'il ait des résultats qui soient vraiment fiables pour que son médecin après puisse prendre le relais pour le traiter comme il se doit. Alors, merci beaucoup. J'espère, docteur, qu'ils ont répondu à toutes vos questions. Je vais juste prendre 2 dernières questions. Voilà. Madame. Donc, moi, je suis Gisèle Pessocro. Donc, je travaille dans une compagnie d'assurance, notamment Sonou, qui est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance vie et de la santé. Et effectivement, pour nous, l'innovation, notamment digitale, est un facteur clé pour développer, on va dire, l'accès à la santé, pour, on va dire, renforcer tout ce qui est prévention, donc le domaine de prédilection de Dr Aningra, c'est bien ça? Ok. Et également aussi pour fluidifier un peu les parcours clients, donc de nos clients, de nos assurés. Alors, dans vos différentes interventions, donc bien entendu, en tant qu'assureur, j'essaie de comprendre dans quel contexte est-ce que je pourrais m'inscrire dans tout cet écosystème. Et dans vos différentes interventions, j'ai pu identifier un peu l'amélioration en termes de parcours client avec le fait d'avoir la consultation chez soi, le fait d'avoir des résultats de façon instantanée, d'avoir le confort de chez soi. Mais le côté accès à la santé à tous, j'ai cru comprendre, en tout cas au travers des différentes interventions, qu'à ce stade, ça reste en fait un service de luxe parce que ça va nécessiter des coûts. Et j'ai pas également ressenti le volet prévention de la santé. Pardonnez-moi si peut-être j'ai raté quelque chose dans vos différentes interventions, mais j'aimerais savoir, moi, en tant qu'assureur, sur ces différents aspects-là, comment est-ce que je me positionne ou qu'est-ce que vous en pensez en fait? Comment est-ce que les innovations que vous proposez peuvent permettre d'adresser ces différents points, notamment dans un délai relativement moyen ou long, l'accès à la santé, la prévention, et puis bon, pour le parcours client, j'ai un peu compris. Merci. Vous n'avez pas dit d'où vous venez, c'est quelle assurance? Sonou Assurance. Sonou Assurance, d'accord. Merci. Je pense que ma question serait la réponse à... Voilà, parce que moi, j'allais vous répondre aussi. Pour dire, ça fait 6 ans qu'on suit les assureurs et personne ne veut rembourser la téléconsultation. C'est un des problèmes. Et même les analyses à domicile, on ne veut pas les rembourser. Donc, ça dépend des assureurs. En fait, ce n'est pas trop nous. C'est qu'effectivement, si vous dites que vous ne savez pas trop, blague à part, rentrer dans un process, il y a des assureurs qui ont bien compris. Et nous, on a dit qui osera dire que tout ce qui est innovant, on fait partie de nos packages.
Moi, je peux vous donner une petite astuce. Hein. Si je paye 10 000 francs, mon package, si vous rajoutez 5 000 francs, en me disant que j'ai 3 consultations dans l'année, pour moi, téléconsultation, dans votre package, mais je paye plus. Yeah. Ça fait partie d'un service que vous me donnez en plus. Si vous me dites que j'ai 5 analyses à faire à domicile que vous remboursez, en fait, le frein aussi, il est là. C'est que les gens sont couverts par une assurance éventuelle, mais personne, on ne rembourse pas. Donc, c'est pour ça que je disais à madame, ça fait partie d'un luxe. Tous ceux qui sont aujourd'hui nos patients qui nous appellent, c'est ceux qui disent qu'on rembourse ou pas, je me prends un médecin à domicile, je me fais une téléconsultation parce que j'ai les moyens. Mais s'il y a une assurance qui nous suit et qui nous dit, nous on rembourse ne serait-ce qu'un pourcentage, ça peut arriver d'un tiers payant, à 70%, à 80%, mais moi je vous dis, je signe tout de suite. Et vous aurez des clients, parce que là, c'est plus les patients, c'est les clients. Parce que pour un bobo, un enfant, une femme enceinte, n'oubliez pas qu'elle se déplace de Yopougon à Bobo, Trècheville, pour aller à Cocody, et pour dire, on va refaire, un peu d'albumine, on va refaire. Mais si vous adhérez à ça, en disant qu'on peut faire une téléconsultation, je peux vous dire que, moi, j'ai fait la publicité pour vous. Hein. Ah oui, oui. Et on peut échanger là-dessus. Pour vous dire qu'on a proposé, je ne dirai pas les noms, mais on a proposé à votre enseigne, on a proposé à d'autres enseignes, on attend les réponses. Mais je pense qu'il y a des opportunités justement à la fin de ce talk qui pourront se créer. Oui, docteur. Alors, pour ajouter à ce que Marie-Laure a dit, déjà, moi, je suis à l'aise pour répondre à votre question parce que je suis moi-même médecin conseiller en assurance. Donc, je sais comment les assurances fonctionnent. Déjà, l'assurance est dans le curatif. L'assurance n'est pas dans le préventif. Donc, ça fait tout bizarre de voir une assurance qui parle de prévention. Mais on se comprend. Secondairement, le véritable problème ou la peur des assurances, c'est la surconsommation. Je pense, pour ceux qu'on a approchés et ceux avec qui on a échangé, la véritable peur des assurances, c'est la surconsommation. Parce qu'on se dit, si on a le luxe d'envoyer le médecin chez soi à la maison, si on a le luxe de se faire prélever chez soi à la maison, il y a un risque de surconsommation. Et donc, à ce point-là, on rassure tout de suite des assurances pour leur dire, le process est le même. Que je me lève, que j'aille dans un laboratoire, le laboratoire va adresser une demande à l'assurance. Le médecin conseil de l'assurance va apprécier la pertinence ou pas de la demande. Il va valider ou pas. C'est la même chose. Si moi, en tant qu'Afialab, un patient me fait appel chez lui à la maison pour des examens, si la personne a assuré et que Afialab a une convention avec l'assurance en question, on va adresser la demande à l'assurance. L'assurance nous dira, OK, c'est bon, on valide, ou bien non, on valide pas. En ce moment, on dira au patient, votre assurance a validé, il paye son ticket modérateur, son tiers payant. Si l'assurance n'a pas validé, on lui dira, l'assurance n'a pas validé. En ce moment, il paiera plein pot. C'est aussi simple. Le problème est très simple. Mais les assurances ont peur d'une surconsommation. En tout cas, on peut bloquer. Justement, oui, j'en venais. Chez nous, on ne fait pas plus de 3 consultations, téléconsultations pour un même mal. Si vous avez mal à la tête et que vous faites des 3 en bloc, parce qu'il faut aller, cette fois-ci, il faut aller voir un médecin. D'accord. Là, il m'a coupé l'herbe sous les pieds parce que c'est le second aspect que j'allais aborder. Parce que, toujours dans l'élan de la surconsommation, parce que c'est vrai, ça existe. Il y a des gens qui vont s'amuser à être chez eux. Ah, j'ai mal à la tête, j'appelle un neurologue. J'ai mal à la tête, j'appelle un ophtalmo. J'ai mal à la tête, j'appelle. Et ça va entraîner des dépenses, des dépenses, des dépenses. Mais la solution à ça, c'est comme il a dit, c'est de mettre des garde-fous, tout simplement. On peut dire, par exemple, pas plus d'une consultation, pas plus de 2 consultations par jour ou par semaine. Tout ça, c'est possible. Ce sont des applications. On peut manier ça comme on veut. On peut ajouter ce qu'on veut. On peut retrancher ce qu'on veut. Ça dépend de ce que vous voulez. Et l'un des éléments les plus importants qu'elle a dit d'entrée de jeu, mais peut-être qui est passé sous silence, c'est que quand vous travaillez avec des structures comme les nôtres, c'est un plus pour vous. C'est un plus pour vous. Vendez mieux votre assurance. Vous direz par exemple, en plus de l'offre habituelle qu'on a, avec nous désormais, vous pouvez avoir des consultations à domicile, pourtant en plus, et je vous mets au défi que personne ne va refuser. Donc c'est un plus pour vous. On ne vient pas contre vous. On doit vraiment discuter, on doit travailler ensemble. Tout le monde y gagnerait. Tout le monde. Au niveau solution, tout est là. C'est ce que j'ai été assez clair.
Ah Je non, pense non, qu'on non, non, pourra non, non, terminer juste après le break ces D'accord. différentes On pourra échanges. Comme le poursuivre professeur après. a le micro, on a juste 30 secondes. Merci. Ok. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, merci. Donc, voilà, vous avez répondu à ma préoccupation parce que c'est un levier. Aujourd'hui, l'assurance. Mais moi, je voudrais parler de quelque chose, c'est un peu long. Alors, je suis tout heureux, hein, parce que moi, il y a 31 ans, j'ai commencé à faire la visite à domicile, sans portable et les mains nues. Et je me retrouve aujourd'hui à pouvoir faire la visite à domicile avec des objets connectés. Vous voyez un peu ce que ça représente en 30 ans? Ouais. Maintenant, je peux aller dans un domicile et j'envoie mes infirmiers à domicile avec une valise connectée. Je suis chez moi avec ma tablette et je vois dans le tampon du patient. Voici ce que ça apporte aujourd'hui la visite à domicile avec les objets connectés. Ça. Et on a la possibilité aussi de faire un bilan de santé et en temps réel, on le suit. On suit son ECG à distance pendant qu'il est à domicile. Le médecin, le cardiologue est sur lui et il suit l'ECG. Voilà un des gros avantages de la visite à domicile. Mais ce que je voulais dire, c'est on reste combien de temps à la maison? On reste 8 heures de temps à la maison, mais on passe au moins 16 heures de temps au travail. C'est ça. Et quand on parle de visite à domicile, il y a le travail. Et aujourd'hui, cette visite, cette médecine aujourd'hui digitalisée a un intérêt très important aujourd'hui en entreprise. Autant on est en entreprise et on a des problèmes pour aller voir son médecin ou bien voir une spécialisation en dehors de l'entreprise. Certaines personnes perdent 2-3 jours pour aller avoir un rendez-vous pour un médecin. Alors qu'aujourd'hui, avec les objets connectés, on peut rester sur un lieu de travail et descendre à l'infirmerie pendant 10 minutes, faire sa consultation de dermatologie en 10 minutes sans sortir. Et avec l'assurance, ça va être très bienvenu. On pourra paramétrer, bloquer le nombre de consultations pour les maladies chroniques et pour certaines spécialités et faire vraiment maîtriser la sinistralité au niveau des assurances. C'est ça. Donc je pense aujourd'hui, ce levier qu'est aujourd'hui les assureurs devrait être aujourd'hui un outil essentiel pour faciliter, pour aider à développer aujourd'hui les soins à domicile, les soins au travail avec la télé, les objets connectés. Ce que je voulais dire en plus dans ce thème. C'était une contribution. Hein. Merci beaucoup, professeur, pour cette très belle contribution qui justement nous permet de conclure. Je pense que ça ouvre le débat également. Donc, merci à notre assureur qui est là. Je pense qu'on pourra en discuter juste après. Et qui sait, peut-être que ça pourrait être l'occasion d'un autre débat. On espère que pour les prochaines fois, vous reviendrez vers nous avec de bonnes nouvelles. En tout cas, vous savez aujourd'hui que vous avez des personnes qui seront totalement preneurs. Donc, on arrive réellement à la fin de notre épisode. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour la qualité des interventions. Merci également au public pour la qualité des questions. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.